Comme on était dans les parages, on s'est dit on va venir. Et puis c'est l'occasion ou jamais, là, le vendredi après-midi, il y a moins de personnes sur le chantier. Le vice-recteur accompagné du commissaire délégué se sont rendus dans une des classes qui accueillera les élèves dès la rentrée 2017. Oui, oui. Bien. 32. Ouais. 32 places assises. Elles sont spacieuses, hein? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Hein, d'accord. Cette extension du lycée qui est un engagement de la France qui a été donc, je dirais, précisé lors des comités des signataires successifs et donc en cours avec 3 tranches, une tranche 2016, une tranche 2017 et une tranche 2018, avec une montée en puissance de l'établissement qui va aller jusqu'en gros en 2020. Donc l'idée c'est de passer en quelques années de 450 élèves, qui est à peu près la dimension actuelle du lycée, à 1100 élèves à peu près. Donc c'est un effort considérable avec des formations qui sont des formations agricoles, professionnelles. Une hausse des effectifs qui aura aussi un impact du côté de l'internat. 1, 2, 3, ils ont des box de 6, c'est ça? Ah oui, ça c'est très bien. Il y en a 4, 2, 3, 4. Ah, 4. Donc c'est des box de 4. Oui, 4. D'accord. Pas mal, hein? 4 par Ouais, c'est aile. pas mal, hein? Oui, oui. Dont, effectivement, on mettra des élèves qui sont autonomes et sur qui on peut compter, puisque l'entretien ne se fera pas par les personnels de l'établissement. Par les élèves, ça fera partie du contrat avec les D'accord. élèves, D'accord. pour les responsabiliser D'accord, aussi un peu. très Hein. bien. On leur laisse une autonomie, mais on est Oui, sûr non, mais que- il faut le faire. Hein. À la rentrée 2017, 5 nouvelles filières s'ouvriront au lycée agricole de Pointe-Boute. 2 filières générales, dont 2 nouveaux bacs généraux, le bac scientifique sciences de l'ingénieur et le bac littéraire. 2 filières technologiques, le bac STL, sciences et technologies de laboratoire, et le bac STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Et enfin, une filière agricole en aménagement paysager. Finir la visite de l'extension du lycée agricole. Quel bilan donnez-vous pour cette journée de visite? Il est vrai qu'en avril, on avait constaté quelques retards. Et il faut ici remercier la province Nord qui, notamment sur les retards relatifs aux internats, avait permis effectivement l'hébergement des jeunes. Donc on avait convenu qu'il était nécessaire de voir 3 mois après où on en était et de pouvoir constater l'avancement des travaux et de pouvoir du coup faire ce que nous avions énoncé, c'est-à-dire commencer à sensibiliser les familles du territoire concerné afin qu'ils puissent, pour la rentrée prochaine, orienter et souhaiter une affectation de leurs élèves et de leurs enfants dans ce futur bel et grand établissement. Et le lycée s'agrandit avec des filières déjà existantes. Et là, la création d'une filière littéraire, quel sera comment ça s'inscrit dans la politique de rééquilibrage? Voilà, alors, d'abord il faut rappeler que cet établissement, c'est bien le résultat des accords de Nouméa, d'un engagement de l'État décidé en 2009, je rappelle, visant effectivement à construire sur l'ensemble du territoire calédonien 2 nouveaux lycées, celui de Mont-d'Or d'une part et celui de l'extension du lycée de Pointe-Boute. On est bien effectivement dans la politique de rééquilibrage tel qu'il a été souhaité et par l'État et par les élus calédoniens. S'agissant de Pointe-Boute précisément, en fait, il est clair que c'est une extension d'un lycée agricole. Et il est important que cet établissement garde son histoire, sa tradition, son originalité d'un enseignement agricole, auquel finalement s'est adjoint peu à peu de l'enseignement général. Donc aujourd'hui, si on prend la rentrée 2016, cette année scolaire, il y a environ 550 élèves. L'extension qui est prévue avec des livraisons progressives va amener l'établissement de 550 élèves
à environ 950 élèves, c'est-à-dire 400 élèves de plus. Ça deviendra évidemment le plus gros lycée de la province Nord. Ça deviendra aussi, ça l'est d'ailleurs en partie déjà, le plus grand internat de toute la Nouvelle-Calédonie. C'est en 1978 que se dessine la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci détermine la zone où le pays peut pêcher et autorisé à pêcher. En Nouvelle-Calédonie, cette zone de 1 740 000 km² est réglementée et sous surveillance de la police des pêches, dont la gestion est une compétence de la Nouvelle-Calédonie depuis décembre 2009. Actuellement, en Nouvelle-Calédonie, aucun bateau étranger n'est autorisé à pêcher dans la zone. Il faut dire en général très bien des pêcheurs de la Nouvelle-Calédonie. C'est des gens qui essayent de faire en sorte de garder le plus possible des poissons, c'est une pêche responsable, vraiment très responsable. Et il n'y a rien à voir avec la pêche qu'ils font par exemple au Japon ou des autres endroits. La réglementation a permis de mieux gérer la ressource maritime, ce qui naturellement a conduit à attirer la convoitise de beaucoup. Comme on l'a vu récemment avec le bateau vietnamien arraisonné à Bel Ep pour pêche illicite. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de conscience, surtout de pas de la mer en soi-même, sinon de toutes les choses que la mer peut nous apporter. Par exemple, l'autre jour, il y a eu quelqu'un qui me disait que de tous les élèves, ou de tous les étudiants, on va dire comme ça, qui sont en train d'étudier en métropole, il n'y a même pas un, qui est dans les domaines maritimes, qui fait des études sur les domaines maritimes. Et ça, c'est un peu triste. Parce que nous sommes, il faut se rappeler, nous sommes une île, hein? Nous sommes une île, un archipel. Hein? Et les 99,8% de notre territoire, c'est de l'eau. Hein? C'est pas de la terre. L'idée du plan B, c'est que l'actionnaire japonais Nissin Steel, qui détient 10% du capital de la SLN, vende une de ses actions à l'État. Dans ce cas, l'État deviendrait aussi actionnaire, ce qui lui permet d'accorder un prêt à la SLN. Lorsque le prêt arrivera à échéance, l'État pourra revendre son action. Pour le moment, ce plan reste une proposition qui sera présentée par l'intersyndicale lundi au conseil d'administration. Par ailleurs, le prix du nickel a augmenté, atteignant $10 202 la tonne hier au LME. C'est une première. L'industrie ce trimestre supprime des postes alors qu'elle en crée jusque-là. Moins 70 emplois, un phénomène qui s'explique notamment par la crise du nickel. Autre secteur toujours en souffrance, la construction, moins 653 emplois par rapport à l'an dernier. Mais des projets comme la construction du centre hospitalier du Nord pourraient ralentir cette tendance. Le commerce perd aussi 190 emplois par rapport à 2015, tout comme les services qui en suppriment 392. Dans les services, l'hébergement est particulièrement touché. La base de vie de KNS, par exemple, en compte 8 fois moins de salariés qu'il y a un an. Seuls les services liés à la santé connaissent une embellie, plus 226 emplois, conséquence notamment de l'ouverture du centre de rééducation du Médipôle de Koutiou. Enfin, l'agriculture est l'autre grand secteur qui recrute, avec 90 emplois de plus, notamment dans l'élevage et l'aquaculture de crevettes. L'idée de bien prendre en compte la jeunesse. On parlait largement, la délinquance ne se résume pas heureusement à la jeunesse, toute la jeunesse n'est pas délinquante et tous les délinquants ne sont pas des jeunes, donc la question était plus large. Tout le monde a considéré quand même qu'il fallait focaliser ici sur la jeunesse, sur l'intérêt, sur les activités qu'on pouvait lui offrir, des activités sportives. Par exemple, le président du comité provincial des sports a présenté toute une série d'initiatives qu'ils ont prises à l'échelle de la province et qui peuvent permettre d'engager dans un combat sportif, dans des activités tout à fait positives, une partie de ceux qui pourraient sinon se consacrer à autre chose. Alors on parle délinquance, récemment on a vu à La Foy un vol de voiture qui s'est terminé avec violence. Aujourd'hui les habitants de La Foy demandent à la réouverture d'une gendarmerie du côté de Moindou. Qu'en pensez-vous ?
La question n'est pas celle de la réouverture d'une gendarmerie à Moindou, puisque les deux jeunes qui ont commis ce vol de voiture, au cours duquel la personne volée a été blessée, effectivement, ont été immédiatement identifiés et arrêtés. Donc la réponse de la gendarmerie a été efficace et sans délai. La présence sur le territoire des gendarmes avec une brigade pratiquement dans chaque commune est particulièrement dense par rapport à d'autres territoires de la République et en capacité de répondre. Par rapport à votre dernier exercice ici en Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous sentez une insécurité plus grande ? La Nouvelle-Calédonie n'est pas, quand on le compare à d'autres territoires de la République, j'ai eu une vision nationale, je suivais au président de la République l'ensemble des Outre-mer et donc je peux comparer la situation de la Nouvelle-Calédonie à celle d'autres collectivités d'outre-mer. Donc la Nouvelle-Calédonie a connu une progression sensible que ressent la population et qui doit être prise en compte et qui doit appeler à une réponse de tous ceux qui sont concernés, l'autorité judiciaire, les forces de police et de gendarmerie, les représentants de l'État. Elle n'est néanmoins pas dramatique par rapport à, si on se compare à d'autres situations particulièrement graves sur le territoire de la République. L'homme à la chemise blanche est un expert en archéologie. Il doit éclairer les institutions et les coutumiers afin de mettre en place une réglementation archéologique. Celle-ci permettra de classer les sites patrimoniaux du pays comme ici, aujourd'hui sur la presqu'île de Poqueta, où il est accompagné des coutumiers de Naketi. Dans la tradition, vous vous rappeliez qu'il y avait quelque chose ? Ici, avant, ils faisaient l'échange entre les gens de la vallée et puis les gens de la mer avec leurs fruits. Ouais. Les fruits de mer, ils font des échanges avec les fruits de la terre. Ces amas de pierres appelés cairns ont été datés de 2000 ans par les archéologues. Une estimation rendue possible grâce aux coquillages retrouvés sur le site. D'après la transmission orale, les vieux avaient déplacé 4000 tonnes de pierres sur cette zone. Des écritures, que ce soit la forme du caillou, le gros, le moyen ou le petit, c'est leur écriture. C'est comme si ça peut représenter une feuille où tu écris ce que tu as fait dans la journée. Mais c'est ça le truc. Tous les gens que j'ai rencontrés m'ont apporté des éléments qui m'ont permis de transformer ma réflexion, de l'enrichir. Là, sur un site comme ça, pour moi, il est exemplaire dans ce contact entre effectivement une population qui prend conscience de son patrimoine, qui se l'approprie et qui dit c'est trop important. Depuis 2015, la tribu de Wassé, située en contrebas, fait venir régulièrement des archéologues sur ce site, car ils veulent préserver cet endroit face à l'exploitation minière qui cherche à gagner du terrain. Aujourd'hui, ce site appartient au groupe Baland et à la société minière Sud-Pacifique. On ne voulait plus qu'ils dépassent cet endroit. S'ils veulent exploiter, mais ils exploitent devant là où ça a été déjà détruit auparavant par les anciens. Les anciens. Mais ici, maintenant, il ne faut plus qu'ils touchent. Nous, on voulait préserver ça, parce que c'est pour que nos enfants ils apprennent leur histoire. L'histoire de leurs ancêtres. Voilà, l'histoire de leurs ancêtres. Parce qu'il y a d'autres pays qui se sont engagés sur la richesse, mais ils ont détruit leur histoire. Pour l'heure, ils ne savent pas encore si ce site peut être classé. L'expert doit se prononcer dans les prochains mois. Actuellement, un procès est en cours entre le groupe Baland, les coutumiers de Naketi et la province Nord pour bloquer l'exploitation de ce site. J'ai besoin de 4-5 personnes. 4-5 personnes, je les prendrai sur Bako. Et sur des contrats à la mige, mais avec des gens de Bako. 4 à 5 emplois pour les populations de Bako. Cette promesse est faite par le directeur du réseau du Leader Price de la Nouvelle-Calédonie. Le nouveau supermarché doit ouvrir ses portes en octobre. Pour la tribu, les emplois doivent aller en priorité à la jeunesse locale. Il faut embaucher nos enfants, c'est tout. Ah mais nous on est prêts à embaucher. Vous êtes venus ici, vous installez ici. Automatiquement, nos enfants, il faut qu'ils travaillent ici. Mais qu'est-ce que je lui dis ? J'ai 4 à 5 personnes embauchées, je vais chercher ailleurs. Beaucoup de jeunes sont à la recherche d'un emploi. Certains travaillent dans l'aquaculture de crevettes. J'espère que ça va aboutir. Donc, et que tous les représentants soient conscients qu'il y a des jeunes dans nos tribus qui ont des diplômes et qui sont
qui peuvent avoir accès à ce genre de poste, en fait. Voilà. Aujourd'hui, j'aurais besoin entre 4 et 6 personnes, 2 personnes pour le travail de nuit et 3-4 personnes pour le travail de jour. Les négociations ne se sont pas faites sans mal. Par exemple, ces femmes aimeraient être femmes de ménage au centre commercial. Or, le directeur est déjà lié par un contrat avec un autre prestataire. On ne va pas partir dans un conflit. On a investi quand même énormément d'argent sur ce bâtiment, sur votre tribu. Il faut quand même comprendre, nous, en tant qu'employeurs, qu'on a des lois et on ne peut pas aller contre ces lois. Alors après, qu'on me dise, Monsieur Bollon, je ne suis pas d'accord sur un truc, mais comme vous disiez, on finit le contrat il est encore pour 1 an, 1 an et demi, 2 ans, on finit le contrat et puis à la fin du contrat, on dit au monsieur, votre contrat est fini, vous partez et puis je mets quelqu'un d'autre à votre place. Je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas rentrer dès le départ. On n'a même pas ouvert le magasin, on peut pas ouvrir les portes et déjà, vous me dites, je ne veux pas voir cette personne, on rentre dans un conflit. Le propriétaire des terres où se construit le commerce manquait d'informations de la part du GDPL, avec lequel les institutions ont négocié la construction du complexe commercial. Il a ainsi créé ce comité avec les gens de la tribu. Mais quand c'est pas ça, le GDPL, moi je ne suis pas au courant de tout ça. Les demandes, les démarches, tout, je ne suis pas au courant de tout ça. C'est-à-dire que moi maintenant, dans mon côté, c'est faire ma façon. Le comité compte aussi prochainement négocier les emplois avec Monsieur Bricolage, Balande et le cinéma.